Toujours dans notre volonté de raconter le parcours d'un homme ou d'une femme, mais également d'un hameau, village ou commune par les habitants de ce lieu. Nous allons nous plonger dans la genèse historique de la ville de Trêmes et l'homme qui va nous raconter l'histoire de ce hameau est Georges Crapard. Combien d'habitants y avait-il et de quoi était composé le hameau à votre adolescence? Le hameau de Trêmes, dépendant de la commune de Pommeuse, je pense que dans les années 50, 52, du temps où je passais mon régiment, se composait environ de 350 personnes, dans Trêmes. Alors on pouvait ajouter à proximité, évidemment, le Ménil, qui avait un peu moins d'habitants, le Rôti, qui composait quelques maisons, et je vais m'arrêter là sans compter les autres hameaux proches qui étaient le Charnois et Beaupleur, la Ville-Baudry. Il y avait aussi au-dessus de l'usine Courtalin et plus loin un petit délotissement plutôt qui abritait des champs de l'usine qui était un peu au-delà aussi. Alors, la composition de cet ensemble, je pense que c'était dans les 500 personnes, 600 personnes au maximum. Je compte pas la commune le pays Pommeuse exactement. Maintenant, de quoi était composé le village? Alors le village, à partir du moment où je reprends à une date de 1950. De 1950, là où a commencé la fin de ma jeunesse et le régiment qui est venu pendant 2 ans, on peut dire que là était composé un village en très bonne activité, parce qu'il y avait quand même une usine qui remarchait à plein rendement en 1950. On allait aborder un peu plus tard les Trente Glorieuses, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans cette usine a apporté beaucoup pour les habitants, déjà le travail évidemment, qui assurait les popotes des champs. Et ensuite, cette usine a aidé au niveau des logements de beaucoup d'ouvriers, même de personnes qui travaillaient comme ingénieurs ou même directeurs. Ensuite, ils ont amené des petites entités de logements qui était à proximité du hameau, donc qui a complété le hameau dans son extension. Il y avait les Perruches, qui étaient au nord de Pommeuse, qui se composait d'une dizaine de maisons, de petits pavillons de cette époque, où les ouvriers ont pris place avec bonheur. Il y a eu ensuite la construction de... Je ne sais pas si c'est avant ou après. C'est avant. Il y a eu l'ensemble des maisons ouvrières qui se composaient de quelques maisons aussi qui étaient plutôt entre le Ménil et Trêmes et le Rôti. Ensuite, évidemment, je n'oublierai pas qu'ils ont construit le stade, qui, à cette époque, était
un stade le mieux loti, disons, le plus agréable, à partir du moment où il servait aux sportifs et aux gens qui venaient visiter, s'y promener avec leur famille. Donc, vous voyez que l'usine a apporté quand même beaucoup au développement de la commune de Pommeuse et bien sûr de Trême où j'habitais. Quel poste avez-vous occupé pendant cette période à l'usine? On peut dire qu'à part les quelques années, c'est-à-dire les 2 années avant de partir au régiment, qui a duré près de 2 ans, 1 an et demi et quelques mois, donc je suis retourné comme c'était prévu dans l'usine Rotax à Fontaine-Trésigny. Et ensuite, pour des raisons de football, j'étais attiré dans l'usine Cégédur, qui s'appelait Cégédur à cette époque. Et là, puisque j'ai pu pouvoir adhérer avec des copains à la mécanique comme ajusteur mécanicien, puisque j'y avais appris et obtenu le CAP d'ajusteur mécanicien. Ensuite, au bout de 3 ans, j'ai été repéré et j'ai commencé à être chef d'équipe en fabrication. Alors, si on prend des dates, c'est à partir de 1900, après mon mariage, à partir du moment où je suis revenu du régiment et que j'ai travaillé 1 an à Fontaine-Trésigny, je suis venu à l'usine Cégédur, où j'ai habité en arrivant à Vaupleurs, le temps de retrouver autre chose. J'ai commencé comme ajusteur mécanicien pendant 3 ans, et en 1957, je suis passé comme chef d'équipe en fabrication. Là, j'ai appris avec des gens qui m'ont aidé à bien m'adapter. Comme j'avais des notions de la mécanique, j'ai pu évoluer très vite, j'ai pu rendre service en faisant évoluer des postes de travail. Et j'ai été repéré parce que la nuit, je faisais les 3-8 les 3 premières années. C'était difficile pour des gens âgés, mais moi j'étais jeune, donc ça ne me gênait pas beaucoup. Les gens avec qui j'ai travaillé, commandé, ont été très agréables. C'était là où j'ai passé mes meilleures années de travail au niveau collaboration et puis gentillesse avec mes gars, je dirais entre guillemets. Il ne manquait jamais de me souhaiter l'anniversaire ou m'apporter du muguet quand c'était au mois de mai comme en ce moment. Au bout d'un certain temps, je repérais encore, on m'a demandé si je voulais réintégrer un bureau méthode. Bureau méthode, ça consistait à faire la préparation des postes de travail. Donc là, quand j'étais juste avant d'être muté, évidemment, j'ai commencé à faire des stages, à aller, disons, à des écoles. Alors là, tout de suite, je suis allé à Issoire pendant 3 semaines, dans le Puy-de-Dôme, pour apprendre. Ensuite, je suis revenu donc exercer, et là, j'ai commencé à faire des études, à me déplacer. Au départ, on est parti, on avait été sélectionné avec
5 copains, dont un trème était M. Masson, avec qui je partais en voiture, avec sa voiture à Meaux. Et là, on a commencé nos cours. Ensuite, ça a duré pendant 2 ans. Évidemment, il y avait des éliminations, hein, comme à ce moment-là, puisqu'on était à l'époque de renouvellement et l'État, les usines cherchaient à trouver des gens pour remplacer ceux qui malheureusement n'étaient pas revenus d'Allemagne quand ils étaient prisonniers, par exemple. Et puis, ça nous a permis, pour certains, d'évoluer plus. Il y en a qui calaient, évidemment, qui étaient plus ou moins éliminés, mais personnellement, ou par le fait qu'ils ne prenaient que 50% à la fin. Ensuite, en continuant ces cours, j'ai été à l'école du commerce à Paris, où là, j'ai connu des gens. Au départ, je me faisais tout petit, puisqu'il y avait à l'école de commerce des gens qui attendaient des situations. C'était un peu des fils à papa, comme on dit, sans discriminer. C'était comme ça, puisque à ce temps-là, il y avait quand même eu une interruption des grandes écoles. Donc ces jeunes-là se sont retrouvés dans des classes où on était disséminés. Là, à l'école du commerce, j'ai connu quelqu'un qui était de Farmoutier, M. Ringuin, qui hélas n'est plus là. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Donc là, j'ai connu des gens déjà qui sont devenus par la suite élevés, comme par exemple le directeur de chez Renault. Enfin, un des directeurs de chez Renault. Ensuite, j'ai été dans plusieurs, pour perfectionner toujours dans ce bureau, où à chaque fois qu'on obtenait, c'est ça qui était bien dans ce temps-là, c'est qu'à chaque fois qu'on obtenait un diplôme, on montait d'un cran. Alors d'un côté, à chaque fois que je faisais une étude à Paris, donc j'obtenais des bons résultats, un diplôme ou un certificat, je montais d'un cran. Je suis resté un petit peu dans l'administratif, ou plutôt dans les sciences de l'usine, parce que les gens ne le savent pas, mais dans une usine, il y a beaucoup de grades. Ça démarre, par exemple, en usine de fabrication, ça démarre d'un OS, avec des catégories 1, 2, 3, ensuite des OP, professionnels 1, 2, 3, ensuite un chef d'équipe A, B, et après contremaître, et là, à partir du contremaître, il fallait attendre que je ne veux pas dire la vieille personne, mais l'ancienne personne donne sa place. Et puis après, plus on monte, plus c'est restreint au niveau possibilités. Alors, j'ai donc fait des études en fonction des bureaux technocratiques, disons. Et là, à un certain moment de plusieurs études, puisque ça a duré 7 ans tous les samedis, et on peut dire que pendant ces 7 ans, au niveau il y a dans les services technocratiques des coefficients. Ça démarrait
un an après, vous êtes classé dans les cadres adjoints, par cadre complètement, cadre adjoint. Et puis après, vous avez des coefficients qui montent. Et là, je suis monté jusque pendant... Enfin, au niveau des cours que j'ai poursuivis, ça ne m'a pas trop gêné parce qu'il y avait un secrétaire administratif qui était considéré comme un ingénieur et qui nous prenait en voiture. Au début, on était 4. Après, on était 2. Oui, il y avait des éliminations comme ça. Et puis après, oui, à un moment, je me suis retrouvé tout seul. C'était moins agréable, bien sûr, pour moi. On s'amusait bien. Chacun faisait comme il pouvait. On a connu des gens de toute nature, disons, que ce soit pour l'école ou de leur provenance. Et là, j'ai été dans plusieurs écoles. Bon, heureusement pour moi, j'ai réussi de bien terminer. Et combien il y en a eu pendant ces 7 ans? Bien sûr, c'était à Paris, hein, il fallait aller à Paris. Il y en a eu... Je vais dire 7. Et j'ai fini là avec des directeurs. Ce qui était bien, c'est que on n'avait pas quelque chose qui nous suivait en disant il est chef d'équipe, il est contremaître, il est chef de bureau, on était quand même... on n'avait pas... Moi, j'ai fini chef de service méthode et informatique. J'ai eu la chance, j'aurais pu le raconter là, j'ai eu la chance d'être déjà chef des bureaux méthode. Il y avait c'était des femmes beaucoup, j'avais 20 femmes pour 7 hommes. Vous voyez la proportion des femmes. Les femmes, c'était des calculatrices qui calculaient et qui permettaient de faire la gestion de la fabrication en calculant aussi. Et là, on a commencé, c'est des trucs, les femmes ont commencé à taper à la machine, comme des machines. Après, ils ont eu des nouveaux matériels où ça se faisait d'une manière automatique. Et puis après, il y a eu les trucs beaucoup plus perfectionnés. Et est arrivé l'ère où il y a eu pour moi la chance d'être l'informatique, c'est-à-dire qu'il fallait l'informatique et la robotique. Alors ça a chamboulé toute l'administration, que ça soit côté mécanique, atelier mécanique, électrique, service méthode, et puis fabrication. Alors là, comme j'étais arrivé chef de bureau, il y avait toujours au-dessus un ingénieur, quel qu'il soit, et ces ingénieurs-là souvent partaient au bout d'un moment comme directeur. J'ai eu surtout un ingénieur de service qui est parti comme directeur en Espagne. Là, j'étais dans une réunion avec des jeunes ingénieurs qui avaient 25, 30 ans.
On était autour d'une table, il y avait le grand directeur, ce directeur-là, et moi j'étais appelé, je ne savais pas pourquoi. Mais j'avais 53 passés, 53, j'allais vers sur 54 ans. Donc c'était déjà tard. Et là, il y avait les tours de table, et je vous embête un peu parce que c'est long, mais je vous oubliez. Et là, quand tout était fini, on me demandait toujours mon avis et tout ça. Je me demandais pourquoi j'étais là et pourquoi. Et c'était mon ancien un chef de service qui a été directeur, qui lui avait un grand poste là-bas, qui m'a appuyé, sans doute, et puis pourquoi j'étais là. Et puis à la fin, quand tout est terminé, qu'on a été dans la salle où il y avait, à ce temps-là, quand on y pense, il y avait les grandes armoires là, avec les grands rouleaux, là, 2 rouleaux. Et puis voilà, j'ai commencé, ça c'était bien parce que au départ, j'ai commencé dans l'avènement de l'informatique. Vous voyez? Alors là, dans l'usine, là je reviens, si vous voulez, dans vos souhaits que je raconte. Hein? Alors justement, là, je peux raconter. Alors justement, vous avez connu Trême avant et après la construction de l'usine. Quelle partie de la commune a disparu et quelle création et quelle disparition dans la commune? Qu'est-ce qui a disparu et qu'est-ce qui a été créé? Mais d'abord, qu'est-ce qui vous semble intéressant? Vous dites on saute une partie intéressante. Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Vous pouvez peut-être nous en parler. C'est l'avènement, justement, dans cette usine, l'avènement de l'informatique et de la robotique, et qui a amené tous les gens, parce qu'il y avait plein de... Enfin, il y avait beaucoup de petits chefs, un peu plus grands chefs. Ils faisaient tout par leur propre instinct ou propre connaissance de ce qu'il fallait faire, et tout était à la main. Vous voyez, tout se faisait, même jusqu'à l'ingénieur qu'on va parler là, qui était dans la nouvelle usine. Alors là, comme l'ingénieur, c'était quelqu'un plutôt d'informaticien, qui avait moins de connaissances comme moi. J'ai commencé tellement au bas, hein, qu'en commençant au bas et puis en s'élevant, on acquiert davantage de connaissances. Hein, c'est normal. Alors là, j'ai été pendant 1 an et demi voir tous les petits responsables jusqu'au plus haut pour faire pour enregistrer tout le travail qu'ils faisaient, pour le transformer en informatique, comme, comment je pourrais dire, dans un manège où il y a la musique, et c'était des trucs perforés. Ouais. Alors je pointais des trucs, avec les symboles évidemment informatiques pendant 1 an et demi. Voilà. Et j'ai mis tout ça à un informaticien, parce que la conduite des machines, ça je ne savais pas. Donc là, quand j'ai fini, ça m'a donné, si vous voulez, un rôle important, entre guillemets, bien sûr, mais ça a fait me connaître de la part du directeur, M. Dupy-Raymond, là, le grand, là, qui sortait pas beaucoup de son bureau. Et là, je me sentais des aptitudes, j'avais envie de partir. J'avais des propositions, vous voyez, des trucs. Bon, je suis resté. Moi, je me plaisais autour des gens. Je cherchais pas à tort, peut-être.
Voilà, et donc on a transformé l'usine tout en étant... ça a changé le monde du travail, si vous voulez, de l'usine. En même temps, ça m'a amené à changer des ateliers avec des gens qui avaient du mal à travailler parce qu'il y avait des efforts, ils travaillaient dans des situations et l'informatisation, en changeant tout ça. Et là, même c'est en ce moment-là où j'étais accolé à l'atelier mécanique et électrique, hein, parce qu'il fallait des connaissances qu'eux avaient, que moi je n'avais pas. Et donc on a chamboulé, ça a donné beaucoup de... Les gens ont bien apprécié, les travailleurs, mais malheureusement, cette évolution de l'usine, ça a poussé à mettre des choses un peu, parce que dans chaque usine ça a été aussi, ça a poussé, je pense, hein, ça c'est moi qui le pense, ça a poussé un peu l'usine un peu à se déplacer. Parce qu'en ce moment-là, dans ces temps-là, il y avait 11 usines, hein, à peu près, à Péchinet, dans toute la France, sauf dans le Nord, toute la France. Et il y avait une grosse usine, parce que la principale, elle était à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. La plus grosse usine était à Neubrisac, en Alsace, qui se construisait pendant tout ce que je disais là, vous voyez. Et cette usine qui était très importante, qui existe toujours, hein, avec Issoire, ça a obligé, je dirais pas permis, obligé à faire disparaître les autres. Ceux de Normandie, par exemple, il y avait Bois-Thorel, enfin, dans plusieurs départements, sont disparus avant Pommeuse, je dirais, Farmoutier, parce que c'était pour tout le monde, c'était l'usine de Farmoutier. Ça fait disparaître petit à petit. Nous, on a été à peu près dans les derniers à disparaître. Ouais. Les autres usines ont disparu au détriment de l'évolution, de la construction de l'usine de Neubrisac. Je suis obligé de vous raconter ça pour bien expliquer. Et là, quand l'usine de Neubrisac a été en état de fabriquer, Farmoutier, là j'ai souffert. Parce que, comme j'ai mis en informatique, avec des informaticiens, un informaticien, pendant environ 1 an, il fallait que tous les États me passaient. Là, je voyais tout. Mais tous les payes, des grands directeurs, tout ça, ça les gênait, mais j'étais... La discrétion, quoi. Je vous dis, il n'y a rien à cacher là maintenant. Et bon, ben, je voyais beaucoup de choses. Et puis j'ai su aussi, j'ai senti, à travers ce que je voyais, des choses que les gens ne savaient pas, que l'usine, elle allait disparaître. Je le sentais. Je le voyais d'après ce que je voyais. Parce que je recevais des trucs qui, normalement, je l'étudie et puis que je le refile au directeur, vous voyez.
Donc, on arrive au moment où ils avaient décidé de faire une usine sur le stade. À penser, j'étais au courant de ce qui allait se passer et puis je voyais un stade partir où c'était mon cœur qui partait. Mon cœur, parce que le sport, le foot, où j'ai démarré tout petit footballeur, dirigeant, président, président de tout, j'avais la carte blanche avec le directeur de ce côté-là, j'avais la cote au président. À cette époque, la preuve, c'est que je voulais... enfin, donc, j'avais proposé de ne pas un plan pour que le stade ne soit pas supprimé. J'avais fait un plan qui était différent, c'est-à-dire qu'il ne disparaissait pas, on allait s'étendre vers Courtalin pour rejoindre au-dessus, là. Ce plan, il était bien vu, mais c'était trop engagé. Il y avait trop de monsieur qui ne pouvaient pas accepter. On m'a dit, il faut laisser tomber, il faut laisser tomber. Et je savais que ça n'existerait pas longtemps, l'usine qui était sur le stade, je le savais, parce que c'était une usine d'essai. Mais vous savez, bien des fois, c'était ça ou la porte. Bon, je pouvais aller ailleurs. Je pouvais aller dans une autre usine. J'étais pris, c'était bien même. Mais je voyais, ça m'éloignait de mon fils. Et je voyais pas ma femme à Paris, je la voyais pas. C'était au détriment du ménage, au détriment de ma vie, j'ai refusé tout ça. Et j'ai pas été vendu, non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec, là je reviens, avec le maire, M. Saillant, avec, celui de la Bibauderie, là, bon sang. Et puis, oui, de la mairie. Et là, je connaissais, je fouillais parce que, bon, j'avais un poste où, si j'étais curieux, je pouvais découvrir des choses. Que, vous savez, dans une usine, il y a la taxe professionnelle. Et la taxe professionnelle, elle est calculée en fonction des machines, beaucoup. Or, la taxe pour pommeuse, il y avait longtemps qu'elle avait été reprise. Et moi, je savais toutes les machines qui n'avaient pas été prises en compte. Et là, je l'ai fait. Ça a permis d'avoir un chiffre que j'ai pu donner dans cette réunion parce qu'elle avait été refusée la première fois. Et j'avais dit, écoutez, je peux faire monter la taxe professionnelle, en donnant évidemment les exemples. Et on a pu, avec cette hausse de taxes professionnelles, payer tous les ans jusqu'à... Il n'y a pas tellement longtemps, jusqu'à... Enfin,
ça a duré 20 ans quand même, on a pu payer le stade que j'ai fait refaire, je dis excusez-moi, qui a été refait avec l'augmentation de la taxe professionnelle. Bon, je ne pouvais pas dire tout ça, on peut pas, on fait des choses des fois et qu'il reste, on ne peut pas le dire. Donc, c'est bien, ça révèle peut-être une poésie, mais en même temps, vous savez, vous faites beaucoup de mal parce que à un certain moment, ben, vous n'êtes plus rien, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Alors ça, c'est le côté un petit peu décourageant. On ne demande pas, ben, on demande seulement qu'on le sache, c'est tout.